Je m'appelle Cécile, je fais partie de l'association des jeunes ambassadeurs pour le climat qui fait notamment de la sensibilisation au changement climatique. Et puis je suis aussi doctorante à l'Université de Strasbourg, mais plutôt présente à Montpellier la majeure partie du temps. Je vous propose ce soir une conférence que j'ai intitulée « Au cœur de ma conscience écologique », qui va en fait beaucoup plus ressembler à une lecture du soir, à un témoignage, plutôt que les conférences qu'on a l'habitude de voir. Donc ce soir, il n'y aura pas de graphique, il n'y aura pas de schéma. On sera plutôt, voilà, je vais vous raconter mon histoire en fait et un petit peu les différents épisodes de ma prise de conscience. Je vous propose de noter vos questions dans le chat tout au long de cette conférence, de mettre des petits plus quand vous avez envie de réagir positivement par rapport à ce que je vais dire, de mettre des petits moins quand vous n'êtes pas d'accord. J'ai la chance d'être accompagnée ce soir par Brittane, qui est présidente du BDH de Télécom Physique Strasbourg et qui va pouvoir m'aider à garder un petit peu en tête toutes les questions que vous allez pouvoir poser pour qu'on puisse y répondre peut-être dans une seconde partie. Donc, je vous propose de démarrer par ma présentation qui va à peu près durer 45 minutes et ensuite de pouvoir répondre à vos questions. Alors, je voudrais peut-être vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi un peu ce format particulier. En fait, j'ai l'habitude de visionner des conférences de scientifiques qui ne parlent que de science et à chaque fois, j'ai envie de leur demander qu'est-ce que ça leur fait à eux. Et donc, ce soir, c'est pour ça que j'ai envie de m'adresser à vous en tant qu'humain pour que vous puissiez vous identifier en fait à moi et essayer de voir à quelle étape de votre vie vous en êtes et qu'on puisse voilà, continuer l'aventure ensemble. Je pense que c'est bon comme introduction. Je vous propose, si tout le monde m'entend bien, que tout le monde me voit bien et que tout le monde voit bien l'écran, de mettre un petit plus dans le chat pour voilà, simplement dire qu'on peut démarrer et que tout le monde est OK. Moi, j'aurais pas dû dire ça parce que du coup, je vois la quantité de plus. Ça me fait peur. Je rigole. C'est super. Alors, on va donc commencer. La vie est apparue sur Terre il y a 2,2 milliards d'années. Entre la création de la Terre et l'apparition de la vie, 1,6 milliard d'années ont été nécessaires pour que le dioxygène apparaisse dans les océans, puis se propage sur la Terre, jusque dans l'atmosphère, offrant la merveilleuse couche d'ozone qui nous protège des UV mortels et qui a permis le début de la vie sur Terre. La vie s'est développée et a fait face à 5 extinctions majeures. On parle d'extinction majeure quand 75% des espèces animales et végétales disparaissent. La dernière est celle dont nous parlons le plus, il y a 66 millions d'années, avec l'arrivée d'une météorite et la reprise de l'activité volcanique. Fin des dinosaures. Grâce à la survie des petits mammifères, de tortues, de reptiles, d'oiseaux et de la vie marine, la Terre s'est repeuplée et les premières formes d'hominidés sont apparues, et enfin, le genre Homo sapiens, il y a seulement 200 000 ans. Il y a 10 000 ans, nous sortons de la dernière ère glaciaire. Les aires glaciaires et interglaciaires sont déterminées par des paramètres astronomiques qui modifient un tout petit chouïa le parcours de la Terre autour du Soleil, sa propre rotation et inclinaison. Lors de la dernière ère glaciaire, la température était de seulement 5 degrés, en dessous des moyennes de celles que nous connaissons. La France ressemblait alors plutôt à la Sibérie, avec 5 degrés de plus. L'homme n'a plus besoin de se déplacer sur de longues distances pour trouver de la nourriture. Il se sédentarise. La température moyenne globale de la Terre est d'environ 15 degrés au lieu de moins 18. Les rayonnements du Soleil, qui arrivent à la surface de la Terre, perturbent son équilibre. Pour se débarrasser de ce surplus, le sol a la capacité d'émettre des rayonnements infrarouges dans l'atmosphère. Quand ces rayonnements infrarouges rencontrent du dioxyde de carbone, du méthane, du protoxyde d'azote ou encore de la vapeur d'eau, ils perturbent également leur équilibre. Ces gaz les absorbent et les réémettent dans n'importe quelle direction. Une partie des infrarouges réémis sortent de l'atmosphère, une autre retourne frapper le sol, et la dernière partie se promène dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'elle rencontre de nouveau un gaz à effet de serre, etc. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus il y a de rayons infrarouges qui sont piégés entre le sol et l'atmosphère. Et les rayonnements infrarouges, on ne les voit pas, mais on les sent. C'est ce qu'on appelle plus communément la chaleur. Cet effet de serre a permis l'eau à l'état liquide et donc la vie sur Terre. Mais aujourd'hui, il se retourne contre nous.
Dès l'Antiquité, il y a entre 5 et 2000 ans, l'homme avait déjà domestiqué le vent, le soleil, le bois, l'eau et les animaux, qui lui ont permis de multiplier la quantité d'énergie avec ces sources complètement renouvelables. Il est capable de construire, comme le montre cette reconstitution de Rome, de cultiver, de moudre, de pomper de l'eau, de faire tourner des scieries, de faire de l'huile. Puis arrive la révolution industrielle, charbon, gaz, essence, ensuite pétrole, électricité et nucléaire ont apporté des quantités abondantes d'énergie pour accomplir tout ce que l'homme a imaginé. Reproduire des températures de 250 000 degrés de plus que sur le Soleil, se déplacer à 400 000 km de la Terre à 35 000 km/h, manipuler la génétique, communiquer et échanger des informations dans tous les coins de la Terre, tout. Et ça va vite. Nous passons d'1 milliard d'humains en 1850 à bientôt 8. Nous passons de 285 parties par million de dioxyde de carbone en 1850 à 415 parties par million aujourd'hui. Les parties par million, c'est la même chose que du 1%, mais c'est du 1 pour 1 million. Ça paraît très peu, et pourtant, c'est énorme. Les variations n'étaient que de l'ordre de la dizaine avant tout ça. Pétrole, gaz et charbon regroupent 60% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. La couche d'ozone s'amincit de 4% par an depuis 1970. La température moyenne est 1 degré au-dessus de celle qu'il y avait avant cette révolution industrielle. Les océans aussi se réchauffent, diminuant ainsi son pH. Plus de degrés signifie tout simplement la disparition des coraux. 20 cm de plus dans nos océans, plus 1 mètre attendu d'ici la fin du siècle, avec des millions de migrants climatiques qui quitteront leur maison, leur ville ou leur pays, notamment à cause de la montée des eaux et des ressources en eau douce. Les sécheresses touchent de plus en plus de surface, affectant les rendements agricoles. Une diminution du tiers est estimée. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes, plus longues, plus chaudes, et les villes françaises doivent désormais se préparer à avoir 50 degrés parce qu'il n'y a plus de verdure, mais que tout est bétonné. On parle de 6e extinction de masse, avec plus d'1 million d'espèces menacées, du jamais vu dans l'histoire de l'homme. Bienvenue au cœur de l'Anthropocène, l'ère de l'humain. Une période géologique a été dédiée à notre nom, car des signes de l'influence de l'être humain sur son environnement, notamment sur le climat et la biosphère, sont clairement visibles à l'échelle des temps géologiques, à côté d'un impact de météorites, de la dérive des continents ou des paramètres astronomiques. Et pour le démontrer, j'ai choisi la plus grosse bombe atomique, Tsar Bomba. Tout va très vite. Tout va trop vite. Et ça va tellement vite que, ouf, nos ressources aussi n'arrivent pas à suivre. Ça me soulage presque. Nous courons nous-mêmes à notre perte. Le pétrole est le symbole même de cette ère moderne. Liquide et très concentré, il est partout. Carburant, médicaments, textiles, cosmétiques, engrais, plastique. Mais le pic de pétrole conventionnel est passé en 2008. Il reste du pétrole non conventionnel, comme le pétrole de schiste américain, mais malheureusement, ou heureusement, pas suffisamment pour combler l'écart entre la demande et l'offre du conventionnel. Aïe, ça risque de faire mal. D'ailleurs, pour le gaz qui sert à la production électrique, au chauffage, à la chimie et un peu dans les transports, le pic ne serait pas très loin, un peu plus tard dans le siècle. Deuxième aïe. Pour le charbon, c'est plus compliqué. C'est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre par unité d'énergie et celui pour lequel nous avons encore le plus de ressources. La France ne fabrique pas son électricité avec, mais bon, la Chine et l'Inde si par exemple, donc ça nous concerne quand même un tout petit peu. Il faudra nous-mêmes nous réguler avant le climat nous régule tout seul. Alors est-ce que c'est grave? Oui, j'espère qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que c'est un soulagement? Je crois que c'est très important que chacun fasse une pause et mette des mots sur ce qu'il ressent, sans chercher à se juger, juste prendre le temps d'accueillir les émotions qui émergent. Vous avez déjà fait ça? Voilà ce que ça donne chez moi. D'abord, j'étais en colère. Quand j'ai pris conscience de tous ces problèmes et de leur interdépendance, j'ai ressenti de la colère. J'étais en colère contre moi parce que j'avais l'impression de découvrir toutes ces informations alors qu'elles étaient là, sous mes yeux, depuis ma naissance. En colère contre le système éducatif, car je n'ai pas appris tout ça à l'école, et pourtant ça me semble plus important que le français et les maths. En colère contre la société, car elle m'avait aveuglée jusqu'à présent. Pendant tout ce temps, je faisais des choses au quotidien,
de manière complètement instinctive, comme un mouton, sans que personne ni rien ne m'ait donné l'idée ou même l'envie de remettre en question mes habitudes. Pour le dire autrement, j'étais fâchée qu'on m'ait donné une place, un rôle que je ne voulais pas, dont je n'avais même pas conscience, au sein d'une société qui ne me ressemblait pas et qui n'a même aucun sens pour moi. Depuis que j'étais gamine, je me disais bien que quelque chose clochait, que le monde dans lequel je vivais virait au vinaigre. À 12 ans, avec mes copines, nous avions fait asseoir dans la cour toute l'école à la récréation pour que naisse un printemps meilleur. C'était notre message. À cette époque, nous pensions surtout déchets, pollution, à éteindre la lumière d'une pièce quand on la quitte, à couper l'eau quand on se brosse les dents. À 18 ans, quand j'ai dû choisir mon orientation, j'ai opté pour la prépa BCPST. En gros, j'avais des bonnes notes et j'aimais les SVT. Les SVT, pas les sciences, pas les maths. Il se trouve que je suis arrivée à 8h50 à mon épreuve au bac au lieu de 8h, car j'étais persuadée que l'épreuve était l'après-midi. Sachez qu'avant la première heure, on a le droit de rentrer, car les premiers ne sont pas encore sortis. Ça peut vous servir. Bref, trêve de plaisanterie. Après les concours, j'ai poursuivi en école d'ingénieur de l'eau et de l'environnement, l'ENGES, avec une formation en alternance, pour découvrir un peu le monde et éviter une overdose d'école. Le contenu n'était pas au niveau de mes attentes pour me former aux enjeux énergétiques et climatiques. Face à cette frustration, j'ai envoyé ma candidature pour devenir jeune déléguée pour le climat. J'étais loin d'être bilingue et je n'y connaissais rien, ni en climat, ni en relations internationales. Et finalement, je suis allée jusqu'au bout du processus de sélection. COP24, COP25, intercession climatique, réunion avec la délégation pendant 2 ans. Je n'étais pas seule, nous étions deux étudiants en France à avoir cette opportunité. Je me suis mise à me documenter massivement sur le changement climatique avec des livres, des articles, les rapports du GIEC, des documentaires. La connaissance continue de croître en même temps que la prise de conscience. Je crois que la vraie prise de conscience s'est faite quand j'ai commencé à regarder des documentaires sur l'alimentation. Pendant 20 ans, j'avais consommé de la viande de manière habituelle, quotidienne, voire presque midi et soir, parce que je croyais que c'était essentiel au fonctionnement de mon organisme. En fait, ce sont les protéines qui sont essentielles, pas la viande. Mais jamais je n'avais remis en question cette croyance. J'avais contribué aux émissions de gaz à effet de serre de la vache, de ses déjections. Le méthane représente quand même 42% des émissions de gaz à effet de serre en 2010, et si on regarde sur 20 ans, son effet est 80 fois pire que celui du dioxyde de carbone. Si cette vache avait été nourrie à base de soja latino-américain, j'avais aussi participé à la déforestation, détruit un écosystème, pris place dans un conflit contre les peuples indigènes. J'avais aussi donné mon accord pour que cette vache meure dans des conditions que j'ignorais, sans même savoir son âge, et si elle avait eu la chance de courir dans un pré vert avec ses copines. Je caricature un peu, toutes les vaches françaises ne sont pas nourries au soja latino-américain. Mais ça me fait quand même me poser une question. Comment savoir ce que la vache que je mange a consommé? Tout d'un coup, le steak que j'avais l'habitude de manger avait un drôle de goût. Je peux faire le même raisonnement avec le verre de lait que je prenais le matin avec mes céréales. On m'avait donné ce rôle, mais je n'en voulais pas. Et la prise de conscience du rôle que j'avais s'est poursuivie quand j'ai commencé à m'intéresser à la question du climat, de la biodiversité, comme si tout d'un coup, je prenais connaissance de toute la chaîne, cette chaîne dont je suis le dernier maillon. Hors de question pour moi de continuer à jouer ce rôle. D'accord, avant d'en avoir conscience, je ne pouvais pas savoir. Je me suis donc pardonnée. Mais une fois que je savais, je ne pouvais pas faire comme si je ne savais pas. Et en plus, j'avais le droit, le devoir de transmettre ces informations au plus grand nombre. Je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler autour de moi et d'essayer de provoquer chez les autres ce déclic que j'avais eu, cet éveil, ou plutôt ce réveil. C'est cette envie d'hurler sur tous les toits qui est au cœur même de la fondation de l'Association des jeunes ambassadeurs pour le climat et d'autres initiatives comme celle de la fresque que vous voyez ici. Quand on en est à ce stade, on entre dans une énorme phase de frustration, car les autres en face ne sont pas nous. Les faits et les arguments qui m'avaient convaincu, moi, ne faisaient parfois aucun effet sur les autres, sur ma famille, sur mes amis, sur les élèves des classes qui assistaient à mes interventions, et même sur la personne qui travaille, qui partage ma vie. Parfois même, ils me répondaient avec des phrases tellement bateaux, du genre « on n'est qu'un grain de sable de toute façon » ou « j'aime trop la viande, je ne peux pas m'en passer ».
que j'en étais démunie, désarmée. C'était une étape difficile, mais c'est normal, nous sommes tous différents, notre passé est lui aussi différent, nos vies sont différentes, comme nos points de vue. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes, ça veut tout simplement dire qu'ils ont besoin de plus de temps, de plus d'arguments, ou d'autres arguments. Peut-être que ces personnes vivent d'autres moments de leur vie, qui accaparent toute leur attention à ce stade. À moi aussi, ça m'est arrivé, quand j'avais des périodes où je croulais sous le travail intense en prépa, quand j'avais des disputes avec mes parents, quand j'ai eu des déceptions amoureuses. D'ailleurs, ma propre prise de conscience avait démarré lorsque ma vie avait atteint le sommet de la stabilité. Des études qui me plaisent, un salaire stable, un appartement sympa, des amis présents et une vie de couple bien posée. Je ne peux pas leur en vouloir, mais plutôt accepter que leur déclic viendra plus tard. Pour celui qui partage ma vie aussi d'ailleurs, il n'avait pas les mêmes préoccupations que moi à ce moment-là, je l'accepte. Je continue d'en parler à mes proches, dans des conférences, sous divers formats, comme je le fais ici, dans le but de semer des graines, le plus de graines possible. Il viendra un temps où les graines germeront et où ces personnes vivront ce basculement. Espérons que ce soit vite le cas. Pour quitter le rôle qu'on m'avait donné, que je ne voulais pas, dans cette société qui ne me ressemblait pas, je me suis remonté les manches et j'ai entamé une transformation de ma vie, de tous les bouts, comme une ascension. Là aussi, ça demande beaucoup de patience. Il faut procéder par étapes, car on ne peut pas tout faire en même temps. C'est progressif. Une semaine, on remplace quelques produits dans sa salle de bain, avec des produits bio, éco-responsables, une brosse à dents en bois compostable. On se lance dans la préparation de son déodorant maison. La semaine suivante, on s'attaque aux produits d'entretien, fini le lave-vitre, le liquide vaisselle, le produit à récurer, le canard WC, le décape-four, place au vinaigre blanc, au bicarbonate et percarbonate de soude, au savon noir et de Marseille et aux huiles essentielles. Moins de produits, moins de contenants, moins de déchets et surtout moins de poisons dans nos rivières. Bon, pour les produits ménagers, j'avoue que ça va. La lessive, je crois que je cherche encore. Tout est propre, mais ça ne sent pas encore la lavande, même si je force un peu sur l'huile essentielle. Et le liquide vaisselle, j'ai carrément remis ça à plus tard. Ceux que j'ai testés ont laissé des traces noires indélébiles autour de l'évier. Allez savoir. Ensuite viennent les courses, dans un magasin local et bio, en vrac. On paye avec la monnaie locale, on change de fournisseur d'électricité en quelques clics sur Internet. Pareil pour sa banque, car il n'est pas question de laisser dormir de l'argent sur un compte épargne pour qu'il serve à faire des investissements dans des centrales à charbon qui émettent à elles seules 1/5 des émissions de gaz à effet de serre. On baisse le chauffage, voire on le coupe carrément, même en hiver, en investissant dans des bons gros rideaux. Et ça, même en habitant à Besançon et en étant une grosse frileuse, c'est possible. Et croyez-moi, il ne faisait pas 16 degrés dans mon appartement, sinon je n'aurais pas supporté. L'astuce, cuisiner ou faire le ménage quand on a vraiment froid. On finit par se laisser tenter pour aller faire quelques vide dressing. Et là, on se rend compte qu'il y a tout et qu'il n'y a plus de raison d'aller acheter des vêtements neufs. Quand on sait que l'industrie du textile contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre, à la production de déchets, à la pollution de l'eau, à la consommation de l'énergie, et vive les économies. On se garde comme petit plaisir les chaussures, les sous-vêtements et les collants pour avoir du neuf de temps en temps. Et là encore, pas question de porter sur moi des vêtements pleins de produits chimiques et qui ont été confectionnés à la sueur du front de personnes sous-payées et pour lesquelles l'environnement doit payer le prix fort. On s'attaque à la poubelle. Le vrac est un début, on achète des emballages en verre et en métal qui sont recyclables à 100% et à l'infini. Le plastique devient notre pire ennemi. On met un compost pour valoriser les déchets organiques. J'ai commencé à ramasser des déchets lors de mes promenades aussi. Un jour, j'ai pris tout le contenu de ma poubelle recyclable pour un équivalent d'1 mois de consommation et j'ai tout bazardé au milieu du salon. J'ai réparti ces déchets dans des catégories. J'ai repéré quelques produits qui pesaient lourd dans ma poubelle et que je pouvais tout simplement acheter différemment ou carrément bannir. C'est là que j'ai acheté une yaourtière car j'ai un gros consommateur de yaourt à la maison. Je me suis aussi rendu compte que j'avais tendance à jeter des choses après leur première utilisation, alors que je pouvais les réutiliser plusieurs fois avant de les jeter. Faire mes listes de courses sur des enveloppes, un cendrier avec une canette, une boîte pour mes cotons-tiges avec un contenant de gel douche, un rideau avec des boîtes d'œufs. J'en connais même qui ont insonorisé leur salle de home cinéma avec. Le travail est long et minutieux. J'ai donc commencé par là,
par ces petits gestes, comme si c'était ma façon d'attaquer un problème plus gros, sans trop savoir si ces petits gestes avaient vraiment un sens, ou si c'était juste pour avoir bonne conscience. J'avais besoin de commencer par là, et peut-être que vous aussi. Il me faisait me sentir mieux, mais au final, je ne touchais pas vraiment aux plus grandes parts de mes émissions. J'ai bien compris que ces changements n'étaient clairement pas à la hauteur de la transition que nous devions prendre. Il est temps de prendre des grandes décisions donc. Ma première grande décision était de devenir végétarienne et d'avoir énormément réduit les produits laitiers et les œufs. Le choix porte autant sur l'aspect santé, éthique qu'environnemental. Bien sûr, on se fait une raclette de temps en temps, nous sommes quand même franc-comtois, nous ne pouvons pas renier nos origines. Notre dernière raclette, nous l'avons d'ailleurs faite dehors, à la Belle Étoile, avec un barbecue improvisé dans une jante de camion, une plaque en fonte et hop, on a tout mis sur la casserole. Bon, il mange peut-être trop de yaourt, mais il a quand même des idées très chouettes. La viande se limite à un peu de charcuterie pour monsieur pour la semaine et quelques rillettes de poulet pour se remonter le moral quand les chantiers de béton sont chiants. Passons au transport. Sachant qu'un aller-retour Paris-New York équivaut aux émissions de gaz à effet de serre d'un Français sur une année, fini l'avion. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus voyager, mais que je vais voyager différemment. En train, en vélo ou à bord d'un cargo qui transporte des fruits et des légumes. De toute façon, pour l'instant, voyager n'est pas quelque chose que nous ressentons comme essentiel. Ensuite vient la question de la voiture. C'est peut-être idiot, mais le premier critère que j'avais quand j'ai cherché un appartement, c'est la distance avec le travail et la proximité avec les transports en commun. Nous avons donc une voiture pour deux tant que c'est possible. Et encore des économies. Le covoiturage est devenu mon meilleur ami pour me déplacer en France, les bus et les trains pour l'Europe. Je n'exclus pas le fait de revenir éventuellement sur ce choix quand nous aurons un enfant. Encore une grande décision, loin d'être évidente. Les enfants. J'en voulais 3. Je crois que 1, ça suffira. Je ne pense pas que nous sommes trop sur cette planète. Enfin, je crois que nous sommes trop à consommer trop. Si notre usage des ressources était plus raisonné, c'est-à-dire mieux réparti à la surface de la planète et moins carboné, bref, si nous pouvions remonter dans les années 60 et changer de trajectoire, bien sûr, les choses seraient différentes. Je crois qu'on ne peut pas en vouloir à nos parents et à nos grands-parents. À quoi bon? Par contre, nous avons besoin de transitionner, si je peux dire, ensemble, de faire front commun face aux difficultés que nous allons vivre. Nos grands-parents se souviennent d'un monde moins énergivore. Demandez à ma mamie qui m'envoie des messages tout en majuscules depuis plusieurs mois. Ils ont plein de connaissances et de souvenirs à nous transmettre. Et la génération naissante, elle aussi a un rôle. Elle va prendre le flambeau pour suivre les changements qui sont en marche. Elle va vivre des crises, comme nous, elle se relèvera. À cette heure, il n'est pas question de fin du monde, ni de fin de l'humanité. Pas encore. C'est le temps de la transformation. Le temps où nous reconnaissons nos erreurs. Le temps où nous construisons quelque chose de meilleur. Une autre manière d'agir sur le nombre d'êtres humains sur cette terre, au-delà de prendre de manière individuelle une décision, c'est d'apporter l'éducation aux femmes dans les pays en voie de développement. Il est effectivement prouvé que les femmes qui font des études font des enfants plus tard, et donc qu'elles en ont moins. À mon échelle, comment agir là-dessus? Il existe des associations pour pouvoir développer l'école dans les pays en voie de développement. Je peux les suivre, faire des dons, en parler autour de moi. Et un autre sujet intimement lié aux enfants est celui bien sûr de la contraception. Au revoir pilule qui fait changer les poissons de sexe dans les rivières et à tous les médicaments d'ailleurs. Étant donné les conséquences des substances pharmaceutiques sur l'environnement, chez nous, c'est uniquement réservé pour des cas très exceptionnels. C'est l'heure de changer. Chacun à son rythme. Soyons tolérants avec nous-mêmes car les changements sont conséquents. Au fond de nous, nous savons ce qui est bon. Préservons-le, multiplions-le. Nous savons aussi ce qui nuit aux autres et à nous-mêmes. Réduisons-le, éliminons-le. Trouvons une place et donnons de la place dans notre vie à ce qui vaut vraiment la peine d'en avoir. Parlons autour de nous de nos changements, soyons cohérents, car l'exemple permet à d'autres de démarrer un processus de remise en question. Ma remise en question dépassa mon train-train quotidien. Elle s'attaqua à mon travail, à mon école et même à notre mariage. Notre mariage sera bien sûr bas carbone. Ce n'est pas parce que ça ne dure qu'un seul jour qu'on peut fermer les yeux. Seule la famille et les amis proches sont conviés. Le lieu est au plus proche de tous pour limiter les transports. Il sera en plein air, comme un pique-nique un peu plus sophistiqué. Pas besoin de fleurs qui viennent de loin, du lierre et des fleurs des champs. Une robe de seconde main aussi. Et un repas végétarien, à l'exception d'un cochon à la broche que je n'ai pas pu négocier car
C'est le mariage de monsieur aussi, n'est-ce pas? La remise en question se poursuivait pour moi et a démarré gentiment pour mon compagnon, qui n'avait suivi et subi mes décisions jusqu'ici sans vraiment avoir pris parti. Après tout, mes choix sur la manière de remplir le frigo, choisir les cosmétiques ou les produits ménagers, ou encore à qui payer les factures, l'importaient peu, tant que les frais n'étaient pas plus importants et que son confort n'était pas impacté. Mon compagnon assistait avec une certaine distance à ma transformation tout en étant complètement au cœur de celle-ci, sans même qu'il s'en rende compte. Par mon propre exemple, il en tirait beaucoup d'enseignements. Il assistait à toutes mes réunions en Skype. Il m'accompagnait parfois en course et me voyait comparer les étiquettes. Il écoutait d'une oreille distraite les vidéos, les films, les documentaires que je regardais pendant que lui faisait autre chose. Il m'entendait raconter les passages les plus marquants de mes bouquins. Forcément, quand je suis devenue végétarienne, au début, nous avons eu des conflits. Mais c'était ma faute, car je lui ai carrément imposé de suivre mes décisions, alors même que, que lui n'était pas encore au stade de se poser la question. Des conflits, nous en avons eu quand j'insistais pour qu'il prenne le vélo pour se rendre au travail, mais qu'il avait la flemme. Ou quand j'aurais bien aimé qu'on prenne des passagers en covoiturage, mais qu'il préfère ne pas avoir à se forcer à discuter avec des gens qu'il ne connaît pas. Ou encore quand il me parle de son rêve d'avoir plusieurs motos et une voiture qui fait un beau vroom vroom avec plein de chevaux. Ce n'est pas facile tous les jours, mais j'essaie de ne pas être dans le jugement. Il a le droit de vivre aussi sa vie comme il l'entend, d'être fatigué de ses journées et semaines de boulot, et de ne pas vouloir prendre son vélo et de véhiculer des inconnus. Il a le droit d'avoir ses propres rêves. À moi de les accepter, et d'accepter qu'il lui faudra plus de temps pour vivre les déclics que j'ai eus, et qu'il remette en question ce qui est vraiment important pour lui, ce qui a du sens. Acheter une belle voiture qui roule vite, pas trop d'utilité pour moi, et trop de gaz à effet de serre. Mais, je me tiens bien de le dire, le conflit ne me semble pas être la solution. Et en réalité, ce n'est pas vraiment une belle voiture et quelques motos qui feront que le monde sera plus vert non plus. Si ça le fait vibrer, je ne peux pas aller contre ça. Après tout, chaque être humain sur cette planète doit relever un autre défi que les enjeux climatiques, environnementaux, sociaux, économiques, celui d'être heureux. Tant qu'il ne me force pas à aller au travail avec cette grosse voiture dont il rêve, je peux bien l'accepter. Et ça fait plusieurs années que les moteurs le font rêver, mais bon, j'en entends de moins en moins parler. Peut-être bien que les ordres de priorité ont changé. Heureusement, au-delà de nos conflits, parfois nos intérêts se rejoignent. Mais pourquoi vivons-nous dans un appartement? Appartement qui nous coûte un tiers de notre salaire? Devenir propriétaire à 25 ans en début de carrière, pour lui et en étant en fin d'études pour moi, c'est compliqué. Compliqué? Pour acheter une maison ou un appartement, oui, mais une caravane. Et l'idée venait de lui. Il me disait, mais c'est comme une mini-maison finalement. Un mini chez nous, qu'on ne payerait qu'une fois, et pas trop cher, et qu'on pourrait aménager comme on voudrait. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on a fait. Pas de béton, ça se déplace au soleil pour l'hiver, à l'ombre pour l'été, d'un bout à l'autre de la France, en cas de changement de projet professionnel. Pratique, non. Et qu'est-ce qu'on risque? On peut essayer, et si jamais ça ne nous plaît pas, retour en appartement. Au début, je n'étais pas convaincue, mais ça semblait alléchant sur le plan économique et aussi écologique quand on y pense, puisque nous allions forcément devoir revoir un peu notre façon de vivre. Aussitôt dit, aussitôt fait, entre octobre et décembre 2019, nous avons acheté la plus grande caravane que nous avons trouvée et nous l'avons transformée. Elle avait notre âge, elle avait bien besoin d'un petit coup de jeune. Nous avons tout enlevé, tout, les meubles, les murs, et tout a été refait en bois avec de la récupération et par nos soins. Un cousin pour la plomberie, un autre pour l'isolation, un ami pour l'électricité, un oncle pour ajouter de la rigidité, ma maman à la peinture. Toute la famille a été impliquée sur le chantier ou par la pensée. Quel régal! Et le régal continue depuis. En janvier 2020, nous voilà partis en direction de Montpellier pour que je commence ma thèse pour une durée de 3 ans. Une thèse autour des inondations urbaines, qui a pour but de me former sur la recherche et de me donner encore un petit peu de temps avant de rentrer dans la vie active, en étudiant un sujet pas trop déconnant. Pas un seul jour ne s'est passé sans que nous ayons regretté ce choix de vie. Nous avons construit notre maison mobile, ou plutôt recyclé une caravane qui allait probablement finir dans une casse. Bon, moi je voulais une tiny house au départ. Vous savez, ces petites maisons sur remorque. Mais elles sont beaucoup plus coquettes, certes, aussi plus chères et plus compliquées à déplacer. Prochaine étape, un terrain, avec notre potager, en permaculture, avec nos poules et nos biquettes, nos arbres fruitiers et nos amis. Quels amis? Des personnes qui partagent nos valeurs, qui se questionnent sur leur place dans cette société
qui ont envie de prendre leur distance avec celle-ci. Ceux qui rencontrent notre chemin et qui rassemblent ces critères sont les bienvenus pour une nuit ou pour rester, loin du stress de la ville et de la vie. Nous avons envie de tranquillité, de reprendre contact avec la terre et le ciel. Aujourd'hui, des millions de personnes cherchent leur place dans cette société et cherchent un sens à leur vie. Combien de témoignages avez-vous déjà entendus de reconversion professionnelle et de changements de vie moins impactants, plus proches de la nature? En tout cas, de notre côté, je vous assure, nous sommes plus heureux. Le son de la télévision est devenu un son inconnu. Par contre, nous connaissons bien la pluie, le vent, les grenouilles, les grillons et les cigales. Ne nous demandez pas les derniers chiffres sur le coronavirus ou qui a gagné les élections des États-Unis. Nous prenons brièvement connaissance de ce qu'il se passe dans le reste du monde sur notre trajet pour nous rendre au travail, à la radio ou sur le téléphone. Nous ne sommes pas encore complètement des ermites, Spotify et Netflix font encore bien partie de notre vie. Je n'ai pas l'impression de vivre seule car je m'entoure des personnes qui ont entamé des transformations de vie pour vivre en tiny, en yourte, dans des écolieux, pour changer de métier et créer des écoles alternatives, des oasis citadines. Ici, vous voyez un exemple d'école dans la forêt. Nous sommes heureux car nous avons la vie que nous avons choisie et pas la vie qu'on nous a forcé de vivre. Une fois que la colère est passée, c'est finalement un sentiment de plénitude. Je me sens sereine. Je suis là où je dois être, au moment où je suis. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas encore tout fait, tout ce que je souhaite, mais tout est dans la bonne voie. Tout est cohérent. Ça me rend fière parce que la transition que j'opère a été pleine d'obstacles et de déceptions, mais tellement riche. Elle m'a fait grandir, mûrir. Elle fait que je me sens prête à donner la vie à un enfant pour lui donner des outils, pour qu'il fasse aussi son propre cheminement, en ayant conscience des enjeux auxquels il va devoir faire face. Elle fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager mon expérience, notamment à travers cette conférence. Mais cette plénitude est entachée de tristesse. Depuis plus de 2 siècles, nous connaissons les liens intimes qui lient le dioxyde de carbone à la température. Depuis plus de 2 siècles, nous connaissons les limites de la démocratie, qui nous a emmenés tout droit à la surconsommation. Depuis les années 70, les modèles mathématiques convergent vers la fin de la société telle que nous la connaissons. Depuis les années 90 et la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les gouvernements du monde entier se réunissent chaque année pour stabiliser les niveaux de gaz à effet de serre. On croyait que l'accord de Paris, en 2015, avec son objectif de limiter la température à 2 degrés, serait un nouvel espoir. Mais que dalle! Il se passe bien des choses aux négociations climatiques, mais pas de prise de décision radicale. Personne ne parle de fermer les centrales à charbon, alors qu'à elles seules, ces centrales tuent l'accord de Paris. Pas de contraintes, pas de sanctions et un vrai manque d'ambition. De la tristesse, parce que nous aurions pu éviter tout ça. Et si nous pouvions encore le faire? Et si l'après-Covid était une opportunité à saisir? Avec le Covid, notre économie a privilégié les activités essentielles. Les restaurants, les salons de coiffure, les boutiques de vêtements, les salles de sport, tout ça n'a pas été jugé comme essentiel. Le président de la République a dit que nous étions en guerre contre le virus. Mais c'est aussi une économie de guerre qu'il faut mettre en place en matière de climat. Oui, c'est dur à entendre, c'est dur à accepter, mais on en est là. Pour tenir l'accord de Paris, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre mondiales de 5% par an. Comme le dit Jean-Marc Jancovici, très ironiquement, ça correspond à un Covid de plus par an pour tenir nos engagements. Waouh, quel effort! Je ne dis pas qu'il ne faut pas rouvrir les boutiques et les salons de coiffure, mais ça donne un peu une idée de l'ampleur des changements que nous devons entreprendre avant d'y être forcés par les phénomènes climatiques. Est-ce que les habitants de cette planète sont prêts pour ça? Est-ce que les Français sont prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Pour renoncer à aller vous faire les ongles, à aller au restaurant, au cinéma, à la salle de sport, au salon de coiffure? Un petit conseil, évitez de choisir une frange dans ce cas, parce que couper sa frange à la maison, promis, c'est pas de la tarte. Est-ce que les gouvernements sont prêts à nous accompagner vers cette décroissance et à transformer tous les métiers? Il le faut. S'il n'est pas prêt, montrons-lui que nous le sommes. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, c'est que vous faites partie des personnes de la catégorie B ou C. Benjamin Franklin a dit « L'humanité se divise en 3 catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. Nous allons les appeler ABC. Je vais un peu changer la catégorie A en ceux qui ne veulent pas bouger. Autrement dit,
les je m'en foutistes. Peut-être que c'est un peu radical comme séparation, mais ça me permet de montrer que les personnes de la catégorie C ont un défi supplémentaire à relever, en plus de transformer la société, c'est d'amener les catégories A et B à suivre le mouvement, au risque de ne pas pouvoir provoquer le changement souhaitable. Mais comment? Le récit et l'exemple fonctionnent bien pour la catégorie B, mais ce n'est pas suffisant pour la catégorie A. Ce n'est pas leur faute, encore une fois. L'homme a été sélectionné par l'évolution pour répondre à des problèmes perceptibles par nos sens, qui résonnent dans notre chair. Or, le changement climatique ne répond pas vraiment à ces critères. Pour ne pas attendre que des catastrophes naturelles invitent la crise climatique dans nos salons, la contrainte permet d'accélérer les changements. La contrainte par les lois, la contrainte par les prix. Si l'État interdit les voitures en centre-ville, alors tout le monde va bien devoir revoir ses pratiques, à condition, bien sûr, qu'il y ait suffisamment de parkings, de dessertes pour les transports en commun, des pistes cyclables, que les prix des transports soient accessibles. Les collectivités, appuyées par l'État, par des subventions et par des guides, vont devoir transformer leur territoire. Si l'État oblige les cantines à ne proposer que de la viande une fois par semaine, il faut aussi former les cuistots pour aller avec, car ce n'est pas dans notre culture. Tiens, voilà une piste de reconversion pour les restaurateurs. On comprend bien que le périmètre d'action d'un individu tout seul est finalement assez restreint. Quoique, Carbone 4 a publié un rapport qui s'appelle Faire sa part. Il démontre que les individus peuvent seulement réduire leur empreinte carbone de 20% en changeant leur comportement et en faisant des investissements privés dans les logements et dans la mobilité. La part restante reposerait sur les épaules de l'État et des entreprises. Et alors, les citoyens ne peuvent pas faire un peu pression sur les entreprises et sur l'État? L'avantage de la prise de décision chez les citoyens, c'est qu'elle peut être radicale et très rapide, tandis que les décisions côté État ou entreprise sont prises de manière diplomatique avec des temps infinis. Pour exercer une pression sur les entreprises et les industries, le porte-monnaie devient une arme redoutable. La production est dictée par la demande. Si nous n'achetons plus d'avocats d'Amérique latine, si nous n'achetons que des meubles en bois avec un label sur le mode de gestion de la forêt, si nous achetons plus de 2 roues électriques ou au bioéthanol pour nous déplacer, qui nous demandent bien moins de matériaux que les voitures et bien moins de place en ville. Au passage, je glisse ça comme ça parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas la promotion. Bref, les producteurs et les distributeurs vont devoir se transformer. Lors de la grippe aviaire, de la grippe porcine ou de la vache folle, les demandes ont été très fortement revues à la baisse et toute la chaîne de production a dû s'adapter. N'ayons pas peur d'affirmer ce que nous voulons par notre manière de consommer. N'achetons plus Coca-Cola, Nestlé, Danone, Mondelez International, PepsiCo ou encore Mars, qui font partie des plus gros producteurs de déchets de la planète. Et boycottons. Le boycott permet de faire une véritable pression commerciale, politique et culturelle. Petit Navire a été pointé du doigt pour son dispositif de concentration de poissons, une technique de pêche responsable du déclin d'au moins 300 espèces marines. L'entreprise a alors décidé de réduire de 75% la pêche avec cette technique d'ici 2020. Après le pouvoir du porte-monnaie, il y a bien sûr le pouvoir du vote. Le vote par les bulletins est la meilleure manière de désigner quelqu'un que nous jugeons compétent pour répondre aux problématiques que nous rencontrons. Nous élisons des personnes pour nous représenter, des personnes à la tête de syndicats, des députés, des maires, un président. Je crois que nous ne devrions pas élire quelqu'un par défaut ou parce que c'est le moins pire des candidats ou parce qu'il représente à peu près nos idées. Nous devons élire des personnes qui savent prendre en main notre avenir et qui peuvent mettre des lois et des prix cohérents pour que nous allions tous dans la même direction. Si personne ne nous représente, votons blanc, distinguons-nous. Le problème des élections, c'est qu'elles sont ponctuelles. Mais ce n'est pas parce qu'un mandat est en marche que nous ne pouvons pas demander ce que nous voulons, dans nos entreprises, dans nos villes, dans notre pays. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé en face du président de la République pour lui dire ce que vous avez à lui dire? Qu'est-ce que vous lui diriez? D'ailleurs, avez-vous déjà songé à vous-même vous présenter à la tête d'un syndicat, en tant que député? Et si vous étiez président ou présidente de la République, qu'est-ce que vous feriez pour cette histoire de transition? Je trouve que c'est une tâche difficile et intimidante. Personnellement, je ne me sens pas légitime pour dire au président comment diriger la France. Déjà que dans mon domaine, même avec un diplôme d'ingénieur, je ne me sens pas vraiment en confiance vis-à-vis de mes compétences, alors pour un chantier aussi grand et aussi important que celui de la transition,
Je ne suis pas une experte. D'ailleurs, au passage, je glisse ça comme ça, mais au sujet du Covid, c'est pareil. Je ne suis pas une experte, je me réserve bien de dire ou de penser sur le sujet. Mais, à mon avis, le président ne doit pas beaucoup dormir ces temps-ci. Revenons à mon règne de présidente. N'étant pas une experte donc je m'entourerai d'experts sur la transition pour faire face aux grands défis que nous avons. Bonne nouvelle, il y a plein d'experts qui travaillent là-dessus, des think tanks, des associations. C'est d'ailleurs exactement comme ça que la Convention citoyenne pour le climat a fonctionné. Vous savez, ces 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui devaient faire des propositions pour réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de la France en 10 ans. Ils venaient d'horizons complètement différents. Ils ont rencontré des experts pour comprendre les enjeux et pour se former. À l'issue du processus, 149 propositions ont été proposées après avoir été votées. Le président avait promis de les présenter sans filtre. Et depuis la publication des mesures en juillet dernier, seules 50 mesures ont été vraiment reprises. Les autres font encore débat. Mais ces 150 citoyens qui ne connaissaient pas du tout la thématique se sont formés et ont proposé des mesures avec 95% de oui et 5% de non. On peut presque dire que quand on a compris ce qu'il se passe, les solutions sont unanimes. Parmi elles, on note une production plus responsable, plus transparente sur les émissions, des produits plus réparables, plus recyclés, plus recyclables, moins de camions pour plus de ferroviaires, 110 km/h sur les autoroutes, obliger la rénovation des bâtiments, réglementer la publicité, etc. Il faut donc les aider à se faire entendre, diffuser leurs propositions, demander au gouvernement de les rencontrer, de rencontrer des experts pour ne plus ignorer la situation et revoir ses priorités. Je crois qu'il faut accepter que nous ne pouvons pas être des experts partout et que si ces citoyens sont tous tombés d'accord sur ces mesures, alors qu'ils étaient comme vous et moi, c'est qu'il doit bien y avoir une bonne raison quelque part. Alors cherchons ces raisons, approprions-les-nous et diffusons-les, car c'est tellement plus simple d'user d'un peu de pédagogie pour expliquer les nouvelles lois que de simplement les balancer brutes dans les médias. Il n'y a pas besoin de violence pour se faire entendre. Au contraire, il faut de la pédagogie. Il faut des messages clairs. Écrivons-les sur des panneaux, lors des marches, sur nos voitures, sur nos t-shirts. Des messages clairs. Je veux une cantine bio pour mon enfant. Je ne veux plus me sentir en danger, en vélo. Je ne veux plus de pesticides dans mon assiette ou dans mes fringues. Je veux une ville verte pour mieux respirer, avoir moins chaud et cultiver. Demandons ce que nous voulons et demandons aussi de quoi nous avons besoin. Pour Noël, je voudrais une petite voiture électrique. Aide-moi à quitter le fioul. Pas de transport en commun à 5 heures du matin. Montrons que nous sommes prêts. N'ayons pas peur de faire partie d'un mouvement. C'est un véritable mouvement qu'il faut créer, ou plutôt rejoindre, car il existe, mais il a encore du mal à gagner toute l'attention. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Action non violente comme 21, qui décroche les portraits du président de la République française dans les mairies. 150 portraits ont été décrochés pour montrer que le président ne prenait pas des mesures à la hauteur de la situation. Le mouvement social de grande ampleur ne peut pas être ignoré. Et comme l'ont démontré les précédentes révolutions, ils peuvent marquer un grand tournant dans l'histoire. Ils doivent marquer ce grand tournant dans l'histoire. Maintenant. Dans le meilleur des mondes possibles, quand cette conférence sera terminée, chacun éteindra son ordinateur, prendra une feuille et un crayon et commencera à brainstormer sur sa vie. Où j'en suis? Où je vais? Comment j'y vais? Vous allez sûrement établir un plan d'action, prendre en main quelques changements que vous aimeriez voir dans ce monde. Vous allez peut-être commencer par changer certaines de vos habitudes. Regardez quelles initiatives se font autour de vous, quelles associations sont proches de chez vous. Ne soyez pas seul. Entourez-vous de ceux qui vous comprennent, de ceux qui vous soutiennent, de ceux qui vous inspirent. Regardez autour de vous et transformez ce que vous voyez par ce que vous voulez voir. Rejoignez des initiatives autour de chez vous. Suivez et soutenez des initiatives à distance. Créez les vôtres. Elles sont tellement nombreuses déjà, mais demandent de l'être encore plus, de couvrir nos villes, nos toits, nos trottoirs, nos écoles et nos hôpitaux. Ça serait chouette. Si vous le faites, vous allez vous aussi véhiculer de nouveaux messages, vos propres messages qui parleront à d'autres. Les citoyens ont un pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision ne connaît pas de limites, car les défis que nous vivons ne connaissent pas de frontières. Les mouvements des Français peuvent résonner bien plus loin
que juste provoquer une diminution de 20% de leur empreinte carbone. Oui, la France ne représente qu'1,5% des émissions de gaz à effet de serre du reste du monde. La France est une grande puissance économique et politique, première destination des touristes. Si quelque chose bouge en France, nos voisins européens ne pourront pas être indifférents. Or, l'Europe est la première puissance commerciale du monde. Nos mouvements résonneront jusqu'en Chine et aux États-Unis. Monsieur le Président de la République a eu un mandat déjà agité. Impôts, retraite, institutions, gilets jaunes, fonction publique, il s'est pris le Covid. Je n'ai jamais autant entendu parler d'un président de la République. Bon, j'admets que je suis jeune. Je crois qu'il a déjà les mains bien mouillées. Il peut faire le grand saut et montrer au reste du monde qu'il n'a pas volé son titre de champion de la Terre. Ce n'est pas une conférence que je fais ce soir, c'est un appel que je lance. Soyons le pays qui montre l'exemple et marquons l'histoire. Soyons les citoyens à l'origine de ce renversement de situation que plus personne n'attend. Soyons une équipe et préparons-nous. Nous avons tous une place dans la transition. Même si les crises que nous allons vivre vont être dramatiques, c'est une véritable opportunité de créer le monde que nous voulons ensemble. C'est un travail collectif que nous ne pourrons faire qu'une seule fois, une seule, pour décider non pas l'avenir de notre génération, mais celui de la nôtre et des prochaines à venir sur plusieurs siècles. Merci. 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 Du coup, si vous voulez poser vos questions dans le chat, Rémi, si tu en as, vas-y. En fait, j'ai trop de questions. Parce que, merci, vraiment merci. Merci, je m'attendais pas à ça. Merci parce que je pensais jamais voir ça un jour à TPS. Je sais pas, je me reconnais, enfin, je reconnais beaucoup de choses dans ce témoignage qui me marquent et j'ai pas des questions, mais juste j'aimerais témoigner aussi d'une solitude que j'ai vécue assez longtemps en prenant conscience de ça. Et voir que voilà, il y a des choses qui sont en marche, ça me donne l'espoir. Et puis enfin, vraiment tout le vécu que tu as eu, Cécile, même sur ta vie personnelle, ta vie amoureuse, voilà, enfin, je peux pas dire plus que ça. Je te remercie, ça me touche beaucoup ton retour. C'était vraiment l'objectif de réussir à faire, à voir que tout le monde se retrouve quelque part, qu'il y a des moments de sentiment de solitude, comme tu dis, qu'on ressent quand on commence à rentrer un peu dans cette transition et dans cette prise de conscience. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai voulu choisir ce format. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir ton retour et de voir que ça a provoqué l'effet que je voulais. Les autres, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Donc, je suis totalement preneuse de tous vos retours pour pouvoir mieux sensibiliser en fait grâce à mon témoignage. Alors, j'ai une question d'Alexandra. Est-ce que tu vois des évolutions de mentalité dans tes interventions dans les écoles? J'ai l'impression que les jeunes se sentent concernés de plus en plus tôt. Alors, j'ai fait essentiellement des interventions en lycée. Et en fait, j'ai mal choisi mon public. En fait, le lycée, c'est super parce que j'avais pas besoin d'énormément préparer mes conférences. Là, ça fait par exemple 7 jours non-stop que je travaille sur cette conférence-là. Quand je vais voir des lycéens, je prends un PowerPoint voilà, que je connais avec des informations que je maîtrise. Les étudiants n'ont pas forcément beaucoup de questions. Mais par contre, en fait, les étudiants s'assoient et écoutent. Et ils font la même chose qu'ils font avec les autres professeurs. Donc, ils ne sont pas en fait encore dans cette attitude de je réceptionne et je réagis en même temps. C'est pour ça que je suis passée sur des formats beaucoup plus interactifs. Notamment, en fait, je fais des fresques avec les étudiants, mais je les fais au tableau. Je n'utilise pas du tout les cartes. En fait, je dessine la fresque avec eux. Je pense que voilà, des ateliers comme ça permet vraiment de leur donner un petit peu d'informations et aussi de les faire réagir. Mais sinon, je n'ai jamais eu, en fait, à part lors de ma conférence à TPS il y a 2 ans, où c'est la première fois que des étudiants étaient venus me voir pour me dire que ça leur avait fait du bien
de pas se sentir seul en fait pendant 2 heures de conférence. Non, je ne vis jamais ça avec les étudiants. Et donc, je repense sans cesse à mon format. Je pensais à aller vers de l'intelligence collective pour essayer de changer un peu les outils. Et voilà, c'est pour ça que ce soir, ce que je vous ai présenté, c'est unique. Je ne l'ai jamais fait avant et j'essaye de voir si ce format-là, où on se parle entre humains, en fait, ça fonctionne mieux. Une autre question. Que pensez-vous d'organisations comme Greenpeace qui luttent encore aujourd'hui contre le nucléaire, alors que c'est une solution plus propre que d'autres moyens de production d'électricité? Ce genre d'organisations ont énormément d'influence et transmettent, selon moi, un mauvais message. Eh bien, je pense la même chose que toi. Je pense que tu as tout résumé à l'intérieur de ta question. Voilà, le nucléaire, c'est certainement pas la meilleure façon de produire de l'énergie. Pour moi, c'est vraiment la sobriété, la suite. Mais en tant qu'énergie de transition, le nucléaire fait un très très bon tampon et on a vraiment la chance en France d'avoir énormément de compétences et de renommée dans ce métier-là. Et après, par rapport à ce que fait Greenpeace, malheureusement, je ne vois pas ce que je pourrais faire à mon pouvoir à moi, mais tout ce qu'on peut, c'est vraiment essayer voilà, de mettre des petits messages et de ne pas relayer leurs informations. Parce que le problème, c'est ça, c'est que même quand on relaie une information pour dire qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on la relaie. Donc, on continue de diffuser un message qui n'est pas pertinent. Une question de Julien. Par exemple, dans les restaurants universitaires, qu'en est-il de l'évolution? Y a-t-il plus de choix ou non? Eh bien, je ne sais pas parce que ça fait un moment que je ne mange plus en restaurant universitaire. Mais en tout cas, j'ai eu une très bonne expérience quand même au restaurant universitaire au Crous à Strasbourg. Quand je mangeais à Gallia, je trouvais vraiment que d'être devenue végétarienne, ça ne m'a pas posé de problème. Je n'avais pas l'impression de manger tous les jours la même chose ou toutes les semaines la même chose. Donc, je pense qu'il y a vraiment des nouvelles priorités qui sont en train de remonter. Je ne sais pas qui a la compétence pour pouvoir décider et savoir si on peut faire pression. Mais j'ai l'impression que les Crous sont quand même très à l'écoute des étudiants. Donc, on peut faire changer des choses. Après, les autres, je ne sais pas si vous avez un retour sur est-ce qu'il y a plus de choix, est-ce que vous voyez des évolutions? Par quoi remplacez-vous les médicaments? Ben, j'ai pas de problème. Je ne suis pas malade. Honnêtement, je peux faire mon témoignage là-dessus. Quand je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté d'être malade. Voilà, je chopais tous les petits rhumes avant, des petits maux de tête, des maux de ventre. Et puis, depuis que je suis devenue végétarienne, honnêtement, donc ça fait 3 ans maintenant, j'ai plus du tout tous ces petits trucs-là. Et toujours, quand on passe de septembre à octobre, on a un petit coup de chaud-froid. Là, tout le monde a un peu la goutte au nez, mais alors là, je passe complètement au travers. Alors, quand j'ai la migraine, c'est là que ça m'arrive en général de renoncer. Je vais dormir, je vais me coucher et puis en général, ça revient. Le corps est bien fait quand même. Non, alors est-ce qu'on a acheté une caravane comme domicile et qu'on avait un terrain? Non, on a acheté la caravane toute seule parce que en fait, on pensait que ça serait facile de vivre en caravane en toute légalité, mais non, en fait, la loi dit qu'on a le droit de vivre en caravane que pendant 3 mois sur un terrain. Donc, on n'a pas voulu acheter de terrain parce qu'on s'est dit que si on achetait un terrain et qu'on mettait notre caravane et qu'au bout de 3 mois, on se faisait fichtre dehors, et ben, c'était un peu bidon. Donc, on s'est dit qu'on allait se promener déjà chez des amis. Donc, on a posté un peu des messages partout. On a fait du bouche à oreille. On est allé dans des endroits différents chez des personnes qui nous ont vraiment très gentiment accueillis. On, on branche l'eau et l'électricité. En fait, notre caravane, elle n'est pas encore autonome. Et donc là, ça va faire bientôt 1 an qu'on vit en caravane. Et donc, on a déménagé 3 fois. Donc, on en a un petit peu marre de bouger à chaque fois. Donc, on s'est dit qu'on allait trouver un terrain sur lequel on pouvait se cacher, en fait. Que le problème, c'est ça, c'est si la mairie, elle nous voit et qu'elle a envie de nous embêter, elle viendra nous embêter. Mais si elle ne nous voit pas, voilà. Donc, on a l'intention voilà, de bien nous cacher sur notre terrain. Donc là, pour l'instant, on va bientôt signer l'acte de vente du terrain qu'on a trouvé, dont je parlais, avec l'histoire de micro-fermes autonomes. Donc voilà, on signe les papiers bientôt et ensuite, on va préparer un bel endroit avec plein de feuilles pour se cacher. Et puis, une fois qu'on aura un espace caché vu du ciel, parce qu'en fait, dans le sud de la France, il y a beaucoup d'hélicoptères qui passent pour prendre des photos, pour trouver les caravanes et toutes les constructions illégales. Donc voilà, il y a 3 personnes qui te demandent. C'est assez?
Bah, faudra que tu montes ta tête parce que c'est pas très. C'est pas grave. Bon, je crois qu'il en faudra encore plus. Ça suffit pas trop. Après, ça dépend quelle question vous avez envie de lui poser aussi. Comme il est là, je peux tout simplement lui poser la question. Et si jamais il a bien envie, il fait son timide, bon, c'est normal. Hein. Moi, je pourrais bien poser une question du type c'était quoi le plus dur dans le changement pour lui? Bonjour, ça va? Bonjour. Pour répondre à votre question, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de sortir un peu de ses habitudes et de son confort. Voilà. Moi, je suis un gros viandard. J'ai toujours aimé ça. Et de réduire des choses que tu aimes, c'est compliqué. Mais bah, avec un peu de mental, quoi, enfin, de conviction, bah, tu te dis, allez, bah, j'ai pas besoin d'en manger tant, et au final, tu savoures un peu plus quand on mange moins. Voilà. Donc, c'est la viande, l'expérience la plus traumatisante? Non, après, ben là, c'était par rapport à l'alimentation, Non, surtout, non? c'était en général. C'est en général, qu'est-ce qui était le plus dur dans la transition, enfin, de ton état d'esprit, en fait? Euh, Si je peux permettre. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de trop difficile. Ah, c'est vrai que la nourriture, pour moi, c'était compliqué. Mais sinon, le reste, non, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Voilà. Après, il a fallu aussi qu'on s'affirme quand on a basculé en caravane vis-à-vis de la famille. C'est pas forcément évident d'avoir le soutien de tout le monde. Mais je crois que voilà, une fois qu'on a montré qu'on était assez déterminés, tout le monde nous a suivis et soutenus. Et aujourd'hui, ben, tout le monde nous félicite d'avoir fait un pas que peu de personnes ont fait finalement. Justement, il y a une question dans le chat qui demande justement si le choix de la caravane était plus pour le copain Guillaume, je crois, euh, Ouais, c'est ça. ou un plus pour des raisons environnementales et pourquoi c'est une raison environnementale ou économique. Bon, alors moi, la base, c'était plus prix. Mais avec Cécile, ça a changé. Enfin, on a pris les deux choses. Si tu veux, moi, j'ai un collègue de boulot, il vient d'acheter une maison, il va payer sa maison 250 000 euros. Donc, il prend un prêt. Donc, au final, il va rembourser 270 000 euros. Il part pour 30 ans à payer. Et moi, ça me sortait par la tête. Tu vois? Enfin, après, ceux qui ont les moyens, c'est très bien. Ils peuvent se faire plaisir. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était les grands espaces. Tu vois? Moi, j'ai pas envie de. J'ai besoin de verdure. J'ai besoin d'être. Voilà, le côté nature, pour moi, je suis paysagiste. Euh, J'aime la nature. Et ça me sortait par la tête de me dire que j'allais passer 25 ans de ma vie à payer un bout de caillou, alors qu'au final, là, j'ai mis 10 000 euros dans une caravane. On habite dans le sud, on est toujours dehors. Tu vois, la caravane, on est là pour dormir, manger, mais la plupart du temps, je suis dehors. Bon, comme on l'a dit, on n'aurait pas forcément fait ce choix si on était resté à Besançon. Ouais, À Besançon, Finalement, vous vous sentez beaucoup plus libre maintenant comme ça qu'en ayant vous êtes enfin si vous étiez endetté comme la majorité des gens le font bah aujourd'hui. oui, oui, on va dire que t'as pas un boulet au pied, tu vois. Tu... même si on est d'accord, hein, quand on fait un prêt, on peut toujours revenir en arrière, transférer le prêt, etc. Mais pendant cette année, enfin pendant les premières années où tu t'es engagé, enfin pendant les années où tu t'engages, du coup, ben, il faut d'abord le temps de changer de décision pour pouvoir changer de cap. Là, nous, on se sent effectivement, comme tu dis, complètement libre. On peut se déplacer comme on a envie. Si jamais Guillaume ou moi, on a envie de changer de projet professionnel et de partir de l'autre côté de la France, ben voilà, on attelle la caravane et on peut se déplacer avec. On n'a vraiment aucun souci pour, euh, pour avoir des changements de situation aussi brutaux qu'ils puissent être. Et après, c'est un choix de vie, hein. Il y a des personnes, ils vont pas supporter de vivre dans 20 mètres carrés, ils veulent leur confort. Bon, je dis pas, on a énormément de confort, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, moi qui aime vivre dehors, les grands espaces, je pouvais pas. Voilà.
Et pour le long terme, envisagez-vous de rester en caravane ou de construire, rénover un habitat de manière écologique ou encore construire un autre type d'habitat léger? Oui, alors on avait pour idée de faire. Moi, je suis très bricoleur. Du coup, on avait pour idée de faire une tiny house. Et la seconde étape aussi, sur le terrain qu'on a acheté, il y a un petit masai. On appelle ça dans le sud un petit masai. C'est une petite maison de vigne. Elle doit faire 30 mètres carrés. Mais la loi autorise enfin, on a le droit de l'agrandir Tous les 10 ans, tous les 10 de ans un tiers de de sa un surface. tiers. Du coup, je profiterai de ça, pareil, pour faire quelque chose de sympa aussi. Mais après, on a aussi parlé de yourte. Ah oui, la yourte, On a ouais. parlé de yourte parce que la yourte est plus considérée comme une tente, en fait. Donc, on a le droit de vivre à l'année dans sa yourte. Ouais, mais il ne faut pas qu'elle Mais fasse plus de 19 19 mètres mètres carrés. carrés. Sinon, c'est considéré comme Mais ça peut habitation. être plus. En fait, on a vraiment envie de se lancer dans le terrain et après de ne pas prendre de risques avec la loi. Donc, c'est-à-dire de bien étudier les textes, de rentrer vraiment en contact avec des avocats de l'urbanisme pour savoir comment est-ce qu'on peut faire les choses dans toute la légalité. Et à la fois, on a aussi envie de ne pas être dans la légalité pour démontrer que la loi, elle est vraiment absurde. Enfin, les gens qui ont envie de vivre en caravane, s'y vivent convenablement, qui ne rejettent pas leurs eaux usées n'importe où dans la nature, etc., comme nous on le fait, dans ce cas-là, je ne vois pas ce qui empêche de vivre pendant plus de 3 mois sur un terrain. Donc, on a aussi envie d'être l'exemple qui montre que la loi n'est pas si bien faite. C'est comme ça qu'on fait évoluer les lois. Donc voilà, il y a une question sur pour avoir un enfant et l'élever convenablement, ça risque d'être difficile. Non, nous, on a bien... Franchement, on a bien aménagé notre espace de 20 mètres carrés. Là, on voit tout à fait... Bon, on ne voit pas une famille avec 3 enfants, mais un enfant, ça devrait aller. Et puis, on a dit que quand il serait... bon, pas tout de suite, mais quand il serait un peu plus grand et qu'il sait se débrouiller tout seul, il pourra avoir aussi sa propre dépendance pas très loin. C'est l'avantage de vivre en caravane. On peut en mettre une deuxième, on peut mettre un autre type d'habitat à côté, etc. Oui, on s'est renseigné sur les maisons en terre paille. J'avais vraiment discuté avec des personnes là-dessus. C'est quelque chose qui nous attire bien. Mais le problème, c'est qu'on a acheté un terrain qui est non constructible et que les maisons en terre paille, il faut quand même un permis de construire, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on voudrait vraiment rester sur de l'habitat démontable. D'après votre témoignage, vous ne prenez pas la pilule. Comment liez-vous contraception et écologie? J'ai arrêté les moyens de contraception et j'ai décidé d'avoir un bébé plus vite que prévu, on va dire, ou plutôt de laisser la nature faire les choses, parce que c'est pas si facile que ça. Pour donner un ordre d'idée, la contraception, j'ai arrêté il y a 1 an. Donc voilà, je suis toujours pas maman. Donc voilà, ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. C'est pas ça peut arriver très très vite aussi, mais en tout cas dans mon cas non. Et par contre, il y a un moment donné, je vais forcément devoir y retourner parce que comme je vous ai dit dans mon témoignage, ce sera un enfant et pas plus. Et donc, je me suis un peu beaucoup plus rapprochée de mon cycle pour pouvoir en fait me rendre compte que pendant 1 mois, on ovulait que pendant 5 jours. Donc, c'est très facile en fait de reconnaître un peu des symptômes pour savoir où on en est dans son cycle et tout simplement éviter les rapports à risque pendant 5 jours par mois. Ça me semble être quelque chose de possible. Donc, ce sera plutôt du système naturel pour moi pour la suite. Mais justement, est-ce que justement, faudrait pas justement mesurer l'impact carbone que pourrait avoir les préservatifs ou autres moyens de contraception? Peut-être que c'est négligeable par rapport à, faut peut-être prioriser d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose, je pense, d'agir Ça il y a dépend. des choses ou est-ce que vous pensez que ça a vraiment un impact? Voilà, Ça dépend désolé, vraiment sinon je vais parler. Ça dépend vraiment des points de vue. On peut toujours se demander et qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le moins. Moi, vraiment, j'ai commencé par un côté et puis au fur et à mesure que j'étais prête, j'ai enchaîné, j'ai fait de plus en plus d'efforts. La contraception, c'est vraiment arrivé en tout dernier. Donc, effectivement, avant, je me disais que ce n'était pas le pire. Mais ça dépend vraiment de sa cohérence. Moi, je sais que maintenant, une fois que j'ai fait ma liste, j'accepte de faire petit à petit. Mais je suis bien obligée à un moment de ne pas fermer les yeux sur ce que j'ai laissé de côté. Et par contre, sur la contraception, si ça t'intéresse, il y a vraiment des problématiques importantes en sortie de station d'épuration. En fait, les stations d'épuration ne peuvent pas se débarrasser complètement de la totalité de la charge polluante, même si elles en écrètent vraiment une énorme partie, mais il en reste toujours un tout petit peu. Et il y a des études qui montrent qu'il y a des poissons mâles en fait, qui finissent par devenir des poissons femelles.
à cause notamment des résidus de pilules contraceptives qui restent dans les rivières. Voilà, il y a pas mal d'études autour des substances médicamenteuses retrouvées dans les rivières et des impacts sur les écosystèmes aquatiques. Donc voilà, on n'est pas sur un effet global comme le changement climatique, mais on est vraiment sur un impact local sur les écosystèmes. Donc ça me paraît aussi être important. Ouais, juste la souris. Alors, vous avez dit Netflix fait encore partie de votre vie. N'est-ce pas là le dernier bastion d'émissions de gaz à effet de serre à éliminer? Et oui. Les infrastructures qui sous-tendent Internet consomment des ressources tant électriques que minières. De plus, en achetant des terminaux, smartphones et ordinateurs, on supporte l'exploitation des populations opprimées et les conflits. Qu'en pensez-vous? Avez-vous réduit votre impact sur les réseaux et votre consommation d'Internet? Oui. Du coup, oui, Netflix et Spotify, ça fait bien partie des choses que nous allons éliminer. Alors, j'ai changé de moteur de recherche. Quand je fais des visios, maintenant, j'ai plus la caméra parce que je sais que la diffusion des images, c'est vraiment terrible par rapport à juste la diffusion du son. Je vous invite vraiment à lire des trucs sur la pollution numérique, c'est vraiment fascinant. Mais comme je le disais, vraiment, toute la démarche, elle se fait étape par étape. Et là, pour l'instant, il faut imaginer qu'on vit à deux, dans 20 mètres carrés, dans lequel on n'a pas le droit de se fâcher, parce qu'il n'y a pas de porte entre nous. En fait, dans notre caravane, on n'a pas de télé, on n'a plus que des bouquins et nos ordinateurs. Donc, il y a un moment donné, on peut regarder... Oui, et Guillaume, il avait la PS4 avant, donc voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup réduit et fait des grosses concessions. Et pour l'instant, on est en hiver. Donc, quand on est en hiver, on profite moins de l'extérieur, même si à Montpellier, il fait quand même 15 degrés encore la journée. Donc, voilà, on est encore sur écouter de la musique et regarder des films. Mais je pense qu'à un moment donné, une fois qu'on aura notre terrain et qu'on pourra vraiment vivre nos rêves à 200%, ça va être comme le fromage et la viande. En fait, moins on va y revenir et moins on aura envie. À un moment donné, on va tout simplement arrêter nos abonnements et faire autrement. Mais vraiment, je pense qu'il faut accepter de ne pas faire les choses trop vite. Là, je pourrais aussi me dire, je ne fais pas de conférence parce que bon, l'ordinateur, c'est tout pourri. Mais vraiment, j'espère qu'avec cette conférence, j'ai réussi à faire à générer plus d'impact positif que d'impact négatif sur l'empreinte carbone de cette intervention. Voilà. Mais effectivement, on peut toujours se culpabiliser sur les petits trucs qu'on ne fait pas encore. Mais chez moi, ça ne marche pas. Après, je me retrouve à pleurer dans mon plaid sur mon canapé, à me dire mais je suis nulle, j'arrive rien à faire, alors qu'en fait on a déjà fait des choses qui sont très belles. C'est celle-ci qu'il faut regarder. D'ailleurs, j'ai une question sur si vous devez conseiller une seule action à faire, la première action à faire, une action pas forcément concrète, mais genre plus globale chez les gens, ce serait quoi? Pour par exemple réduire les émissions carbone. Le plus grand, c'est un peu froid ce que je vais dire, mais la plus grande chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'avoir le moins d'enfants possible. Voilà, si on n'avait qu'une, ce serait ça. Et la chose la plus radicale qu'on peut faire, c'est décider, c'est une vraie décision quand même, hein, mais de ne pas prendre l'avion de toute sa vie. Voilà, ça, c'est une grosse décision. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages de Rob Hopkins, mais Rob Hopkins ne fait que des interventions, donc il est invité dans le monde entier, mais il ne va que à des endroits sur lesquels il peut aller sans avion. Il affirme devant tout le monde que voilà, il ne viendra pas à cause de ça. Non, alors pour le stérilet, non. En fait, j'ai un mariage en Croatie. Eh bien, je te propose d'aller à ce mariage, non pas en avion, mais en train. Je pense qu'on peut aller en Croatie en train. Alors peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais en tout cas, l'impact carbone sera vraiment diminué. Ce qui peut aussi être très sympa, c'est ce qu'on a fait quand on est allé à la COP24 en Pologne à Katowice, c'est de faire une équipe avec plusieurs personnes, de louer un van et de faire un super road trip. Voilà. On mange quoi à Noël? Ouais, pour Noël, on va faire une exception. Non, on fait des exceptions quand même. C'est important je pense qu'un des messages clés de ma conférence, c'est vraiment la tolérance. La tolérance vis-à-vis de soi-même, la tolérance vis-à-vis des autres, de la personne avec qui on vit, de nos amis, du reste du monde. Voilà, vraiment, je pense que c'est un message clé. Il faut être tolérant. On ne peut pas tout faire tout le temps en même temps. Tout le monde ne peut pas être parfait. Il faut vraiment accepter un grand nombre de choses en fait, si on veut faire une transition tout sans avoir de frustration. Ok, bon, moi je vous propose de clôturer cette session. Je vous remercie beaucoup
Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation à tous. Et peut-être à bientôt dans une prochaine conférence ou si vous passez nous voir sur notre terrain à côté de Montpellier. Bonne soirée, À à bientôt. bientôt.